avec une petite photo, je pense que vous la voyez, de la production de véhicules légers, je dis bien de véhicules légers, en 2025. Alors là, vous avez sur les différentes zones, alors ce n'est pas proportionnel, bien évidemment, parce que quand vous regardez, par exemple, je prends au hasard un pays comme l'Iran qui a fait 950 000 voitures, le rond a la même dimension que la Chine qui a fait 33 millions de voitures. On n'a pas mis les proportions parce que sinon la Chine, on aurait une bulle qui prendrait toute la place et on ne pourrait pas analyser ce qu'on veut montrer pour les autres zones. Donc là, c'est les principales zones dans le monde, hein, c'est celles qui font, on va dire, 99% quasiment de la production mondiale. Qu'est-ce qu'on voit et qui est, à mon avis, très important? On voit que, encore une fois, le monde occidental, alors regardez le Canada, vous avez moins 7% par rapport à 2024, mais surtout moins 35% par rapport à 19. Donc les deux variations que vous avez dans la bulle, c'est par rapport à l'an dernier, et toujours, j'aime bien prendre la référence de 2019, donc pré-Covid. On voit de manière assez claire que les États-Unis sont à moins 5% par rapport à 2019, ils ont fait moins 3,8% par rapport à l'an dernier. Donc il n'y a pas de retour de la production aux États-Unis pour ce qui est de 2025. Le Mexique, il est assez stagnant, il fait moins 0,9 et il est en légère croissance par rapport à 2019, plus 3. Le Canada, lui, en revanche, il est très clairement orienté à la baisse. L'Argentine, en revanche, mais c'est très circonstancié, c'est une sinusoïdale permanente avec l'Argentine. Ils sont à moins 3% par rapport à l'an dernier, mais à plus 50 par rapport à 2019, puisqu'ils étaient dans une phase très basse. Si on regarde l'Afrique du Sud, ce n'est pas des énormes volumes, c'est peu de voitures, mais globalement, on est négatif, moins 3 et moins 10 par rapport à 2019. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on voit que l'Europe, de tous les continents, en termes de production, on est très largement les plus touchés, à la fois par rapport à 2024, puisqu'on est à moins 4,2%. Donc là, il y a quand même une remise en cause générale des politiques européennes qui est quand même flagrante, hein, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Et surtout, en termes de production, on est à moins 25% par rapport à ce qu'on faisait en 2019. Alors, on va voir dans le détail que tous les pays ne sont pas touchés de la même façon, même s'il y a beaucoup de nouveautés à analyser. Et effectivement, ça concerne en partie aussi la problématique allemande, puisque l'Allemagne c'est le seul pays, enfin, c'est pas le seul pays, on va dire que les marques allemandes sont les seules qui exportent réellement en termes de quantité hors d'Europe. Tout n'est pas forcément fait en Allemagne, bien évidemment, mais en grande partie. Donc on va voir qu'effectivement, ça joue, cette baisse de la production européenne, elle va au-delà de la problématique du marché européen, puisqu'il y avait une bonne partie de nos productions qui étaient exportées hors d'Europe. Bon. Et qu'est-ce que l'on voit sur cette magnifique carte? Eh bien, vous voyez donc sur un marché, une production globale qui est à peu près de 89 millions de voitures. Eh bien, vous avez en vert, alors le Brésil fait une bonne année, même s'il n'a pas retrouvé son niveau de 2019, il est encore à 12% en dessous. En revanche, vous avez également la même situation la Turquie qui fait une bonne année avec plus 5% de production, mais qui n'est pas encore à son niveau de 2019, qui est à peu près à moins 12 aussi. En revanche, et c'est ce qui est tout à fait remarquable, et là on voit vraiment que c'est un marqueur absolument indélébile de l'évolution du monde, c'est que vous regardez l'Inde, maintenant ça y est, l'Inde, ça décolle, ils sont à 6 millions de véhicules, plus 7,6% par rapport à 24, et surtout plus 45% par rapport à 19. La Chine, c'est vraiment exactement la même tendance. On a un marché qui est à 33 millions, enfin une production qui est à 33, qui va au-delà du marché, puisque maintenant la Chine, c'est le premier exportateur de voitures, je crois, au monde. On pourrait vérifier ça, mais je pense. Et ils sont à plus 37% par rapport à 19. La Corée est à plus, un niveau qui évolue peu, qui tangente avec les 4 millions, plus 9%. Le Japon malheureusement, n'est plus le centre de production qu'il a été, puisqu'on voit clairement que le Japon, il fait 7 millions de voitures. Je rappelle qu'il était toujours sur une tendance entre 10 et 11 millions il y a 10-15 ans. Ils ont fait moins 5 par rapport à 24 et moins 18 par rapport à 19. Donc, le Japon, c'est un cas, on va voir, assez complexe. En fait, ce n'est pas forcément que les constructeurs japonais se portent mal, mais ils produisent proportionnellement plus hors du Japon. Point important également, l'ASEAN, il est exactement dans les mêmes variations que le Brésil ou des pays comme la Turquie, c'est-à-dire qu'on est à moins 10, moins 12%, moins 13 par rapport à 2019, et ils sont en légère régression par rapport à 24, avec quand même 3 400 000 véhicules légers.
qui est notamment beaucoup due à la production des constructeurs japonais dans cette zone. Donc on voit clairement que sur l'année 25, comme sur les 6 ou 7 dernières années, on voit très clairement que c'est l'Asie, avec l'Inde et avec la Chine notamment, qui devient un acteur vraiment prédominant dans le domaine de l'automobile, et avec une courbe, une évolution qui se détache complètement de tout ce qui se passe ailleurs. Si on rentre maintenant dans le détail de notre bon continent européen, alors là, vous allez voir qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant, pour une fois, encore une fois qui est positif pour nous Français. C'est donc sur un continent qui fait, on a dit, à peu près moins 4,2. Quand vous regardez les pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Allemagne, effectivement, c'est toujours. Alors, on va lire en même temps, concomitamment, la carte de droite et le camembert de gauche. L'Allemagne fait moins 0,3% par rapport à 24, donc une production stagnante. Elle représente malgré tout encore 28% des productions européennes. C'est le pays leader. On voit, point très important, que l'Espagne, c'est le numéro 2, mais l'Espagne, il fait une évolution qui est quasiment de moins 10%, ce qui est tout à fait intéressant à analyser. L'Italie fait moins 7,8, donc l'Espagne, 13% des productions européennes. La France, on est troisième, mais seulement avec 10%, donc il y a vraiment un monde entre l'Allemagne et les autres. Après, je dirais, hors de l'Allemagne, il y a une myriade de pays, puisque si vous mettez la France, l'Espagne et la République tchèque, vous êtes à peu près, alors un peu au-dessus de ce que fait l'Allemagne. Les 3 pays qui suivent sont à peu près au niveau de l'Allemagne. La République tchèque, ça fait 9%, et c'est un des rares pays où la production augmente. Sinon, vous allez voir que le Royaume-Uni fait moins 15, on verra pourquoi. Tous les pays, y compris la Hongrie, la Roumanie, légèrement négatifs. La Hongrie fait du moins 11, etc. La Pologne fait moins 11. Donc on a une Europe qui globalement est très négative, à l'exception de la France, qui fait plus 7,7. Alors on partait de loin, hein, puisque nous, effectivement, on va dire que l'Allemagne, elle a globalement pas mal préservé ses productions. Elle est plus aux 6 millions auxquels elle était avant le Covid. Et attendez, voilà. Mais c'est quand même un point très positif pour la France, puisque on a une évolution qui est largement due d'ailleurs un peu à ce qui se passe du côté des véhicules électriques, on le verra après, et de la Turquie. Donc en gros, si on prend toute l'Europe, il n'y a que 2 pays qui se détachent, qui ont une évolution positive intéressante, c'est la Turquie avec plus 4,8, la France avec plus 7,7, et marginalement la République tchèque avec 2,2. Bon. On voit de manière tout à fait incroyable, c'est une petite parenthèse, que l'Italie ne pèse plus que 3% de la production européenne. Donc je pense qu'un jour, il va se passer quelque chose en Italie. Parce qu'avec une production aussi basse et un marché qui est à peu près l'équivalent de la France, ils ont vraiment une question économique à se poser. Alors aujourd'hui, dans l'Europe telle qu'elle fonctionne, on ne se pose pas trop ces questions, mais je pense qu'avec les temps économiques qu'on a devant nous, et nous Français, on est aussi là-dedans quelque part, hein, parce qu'on a un marché, bon an, mal an, qui fait plus de 2 millions de voitures, qui devrait en faire 2,5, voire même 3. C'est un autre débat, mais moi je dis qu'on pourrait faire 3 millions de voitures aujourd'hui en France en vente si on n'avait pas toutes les contraintes qu'on a du fait de la structure de notre parc qui a énormément vieilli ces dernières années. Donc je pense qu'il y a une demande qui pourrait être très forte en France. Et on voit qu'effectivement, on fait partie des pays où la production est nettement inférieure par rapport à leur marché. Hein, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. C'est même l'inverse, ils ont une production qui est supérieure à leur marché. L'Espagne est assez équilibrée, les Tchèques, ils sont positifs, etc. Et les 2 grands perdants là-dedans, il y en a 3, hein, c'est la diagonale. Quand on prend les grands marchés de pays qui sous-produisent par rapport à ce qu'ils vendent, c'est quand même premier l'Italie, qui a une situation très difficile, la France dans une moindre mesure, et le Royaume-Uni aussi. Parce que le Royaume-Uni, c'est encore un marché important, mais qui produit peu de voitures. Hein, vous le voyez, c'est aujourd'hui 5% de la production européenne. Bon. Si on continue et qu'on commence à rentrer dans les groupes, alors là, il faut faire une analyse où il faut qu'on regarde concomitamment les trois éléments dont je vais vous parler, parce que si on veut un peu comprendre ce qui se passe, il faut faire une petite lecture en diagonale. À droite, vous avez la majeure partie des pays dans lesquels le groupe Volkswagen produit, avec l'évolution des productions. Par exemple, on voit que l'Allemagne a augmenté sa production de 7%. Le groupe Volkswagen, il a augmenté sa production de 7% en Allemagne. Si vous regardez les bulles, c'est-à-dire si vous regardez la carte, l'Allemagne compte pour 44% de la production totale de Volkswagen en Europe. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? Que la marque Volkswagen, en revanche, a baissé ses productions de 8%.
Donc Volkswagen compte pour 39% de la production du groupe, la marque Volkswagen. Ça baisse de 8%. Mais si vous regardez en Allemagne, Volkswagen, il fait maintenant plus de 50% de la production allemande, qui elle a augmenté de 7%. Donc la conclusion, hein, c'est un peu des poupées russes, mais la conclusion évidente, c'est que dans un contexte de baisse de 8% des volumes de la marque Volkswagen a remis de la production en Allemagne, ce qui a permis à l'Allemagne d'augmenter de 7% sa production, et également grâce à Audi. Alors Audi, il fait 3% de volume en plus en Europe, mais en Allemagne, il fait nettement plus. Alors je ne vous ai pas mis les chiffres là, on pourra vous les mettre dans un tableau parce que ça rendait la lecture complètement impossible. Mais on voit qu'en gros, en Allemagne, le groupe Volkswagen, c'est principalement, pour ne pas dire uniquement, du Volkswagen, de l'Audi et du Porsche. Et Porsche, en revanche, alors là, le coup près, il est clair et net, c'est que Porsche, il y a un peu de production en Slovaquie, mais la plupart des productions sont quand même en Allemagne, et Porsche, il a un volume de 8% à la baisse. Et là, c'est un volume monde, hein, parce que Porsche, on n'en produit nulle part ailleurs. Donc, très clairement, dans la baisse de la production de Porsche, vous voyez, la baisse quand même importante des ventes de Porsche en Europe, qui est un marché de 80 000 voitures, qui a été légèrement en baisse en 25 et qui l'est encore plus aujourd'hui, en début 26, là. Ils perdent 20, 25, 30%. Et c'est évidemment la baisse des productions exportées vers la Chine, alors il faudrait regarder dans le détail, et aussi vers les États-Unis, qui était quand même le premier marché avec les droits de douane, qui sont aujourd'hui à 15%. Donc, si vous regardez, en fait, en termes de pays, le groupe Volkswagen, il augmente en Allemagne. Hein, bon. Il baisse de 2% en global sur l'Europe, mais il augmente de 7% en Allemagne. Il baisse, ça c'est un point très important que je voulais vous montrer, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément, l'Espagne est amputée de 20% des productions du groupe Volkswagen. Qu'est-ce que vous avez en Espagne? Vous avez un peu de Volkswagen, puisqu'il y a encore de la Polo. Vous avez évidemment du Seat Cupra, qui fait plus de la moitié. Et puis, on doit avoir un peu d'Audi. Mais globalement, c'est moins 20% en un an. La Slovaquie, elle fait moins 17, la Slovaquie. En Slovaquie, il y a un cocktail de toutes les marques. Le seul pays qui augmente, on l'a vu précédemment, et pour cause, c'est la Tchéquie, puisque la République tchèque fait plus 6%. Et pourquoi ils font plus 6%? Parce que de l'autre côté, vous avez Skoda qui fait plus 7% en production. Donc, comme Skoda fait quasiment 80-90% de ses volumes en République tchèque, évidemment, la marque Skoda qui se porte bien, la République se porte bien, fait plus 6. Mais vous avez donc moins 17 en Slovaquie, moins 11 en volume, en pourcent, Pologne, qui n'est pas un gros marché, il n'y a que d'utilitaires Volkswagen. Le Portugal, il fait moins 18, ce n'est pas un gros centre de production, mais il fait moins 18. La Hongrie, même la Hongrie, alors elle est en légère croissance, 10%, mais c'est un tout petit producteur, il y a que elle compte pour 2% du total, c'est rien du tout, c'est que de l'Audi. La Belgique, les amis, moins 92%, donc l'usine du Forest, il n'y a pratiquement plus rien. Je dis toujours cet exemple, hein, quand je suis arrivé à la FIEP il y a 25 ans, je me souviens des stats que nous faisions. La Belgique produisait 1 250 000 voitures. Il y avait 300 000 Mondeo, etc. On avait encore du Renault, on avait du Volkswagen, on avait du Volvo, etc. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus rien. Je crois qu'il n'y a plus que du Volvo. Tu dois faire le XC40 à l'usine de Gand. Et la Belgique, aujourd'hui, je pense qu'on n'est même pas à 200 000 voitures. Ils ont perdu 80% de leur production, les Belges. Bon. Le UK, c'est des tout petits volumes, puisque là, je crois que c'est pas Rolls, c'est l'autre. Bref, vous voyez l'autre marque, Bentley, donc c'est rien du tout. Moins 8 quand même, production mondiale. Et l'Italie fait plus 17 avec Lamborghini, ce qui n'a absolument aucun impact. Donc la conclusion, c'est que, et c'est quand même intéressant de le voir, c'est que malgré les coûts de production dont on parlera jeudi prochain par voiture, eh ben, on assiste un peu du côté des Allemands à une tentative, moi c'est comme ça que je le lis, de sauvegarde quand même un peu de l'outil de production national. Parce que dans un contexte où le groupe fait moins 2, où globalement il n'y a que Skoda et Audi qui ont plutôt une croissance des volumes de production, les autres sont dans le négatif, notamment Volkswagen, on maintient la production en Allemagne, on l'augmente même légèrement avec la République tchèque. Globalement, il n'y a que ça. La Turquie compte très marginalement aujourd'hui, c'est 2% des prods comme la Hongrie, donc c'est vraiment très très marginal chez Volkswagen. Si on regarde ce qui se passe chez Mercedes, alors chez Mercedes c'est complexe, il faudrait regarder les stats que donne parfois la CEA sur les exportations de voitures hors d'Europe, qui sont des exportations évidemment
quand on fait des voitures, pas forcément en chiffre d'affaires, parce que les marques de luxe européennes font des chiffres qui sont maintenant relativement intéressants, hein, les anglaises et les italiennes. Mais si on regarde les volumes, bah, il n'y a quasiment que des Allemands, et notamment des Mercedes. Là, on voit quand même que l'année dernière, on a une baisse de la production de 9,1% chez Mercedes, ce qui est quand même beaucoup. Mais là aussi, vous allez retrouver en partie ce que je disais avec Volkswagen, c'est-à-dire que l'Allemagne fait moins 4. Alors, l'Allemagne, c'est 77% de la prod de Mercedes encore aujourd'hui. Marginalement, ils ont l'Espagne et la Hongrie. Et vous voyez que l'Espagne est à moins 4%, à peu près comme l'Allemagne. La Hongrie plonge à moins 35%. Alors, j'ai regardé en Hongrie, c'est de la CLA Space Shooting, et puis bon, des voitures qui n'ont pas du tout rencontré le succès. À voir si la nouvelle sera plus portée ou pas, mais aujourd'hui en Europe, c'est pas extraordinaire, donc c'est moins 35. La France, vous oubliez, c'est du VUL, c'est donc marginal, vous faites plus 96%, mais ça fait que 2% du groupe. Et en Autriche, oui, en Autriche, vous avez quelque chose qu'on va retrouver, c'est qu'en gros, les 4 véhicules, les 6 véhicules de niche que fabrique Magna ont toutes des productions qui sont assez orientées à la baisse, tout simplement parce que c'est des véhicules qui sont, très chers. Et aujourd'hui, les véhicules très onéreux en Europe, à plus de 100 000 euros, c'est un petit peu plus compliqué, et puis surtout très, très, très mal usé dans la plupart des pays. Et la Finlande, il n'y a plus de production en Finlande, puisque là, c'était quelques unités. Donc, un total de moins 9. Donc, là aussi, d'une certaine façon, on peut lire comme. Alors, est-ce que c'est voulu? Moi, je pense que c'est en partie voulu. En partie, c'est aussi l'évolution des ventes de certains modèles. Mais là, c'est clair et net que je pense que les exportations, puisqu'en fait, il y avait une grosse partie, vous le savez tous, de berlines. Les berlines, chez Mercedes, elles sont faites en Europe. Aux États-Unis, ils n'ont que les SUV. Et donc, une bonne partie notamment des classes E qui sont exportées, c'était à ma connaissance toutes faites en Europe. C'est également le cas de la classe S qui approvisionne le monde. Et la classe S, aujourd'hui, ça se vend moins dans le monde, et notamment sur des marchés comme la Chine et les États-Unis, mais pas que. Donc, on a une production qui est touchée par le fait que les ventes en Europe de Mercedes ont été plutôt, je n'ai plus le chiffre en tête, Clotilde vous a présenté la semaine dernière, mais elles étaient orientées à la baisse l'an dernier. Et je pense que les exports ont également, sur les véhicules très haut de gamme, ont été orientés clairement à la baisse. Donc, Mercedes, une situation, à mon avis, à analyser et certainement avec des grosses problématiques à venir. Parce que je pense qu'on en reparlera, mais je pense que ce sera une marque qui va rentrer dans une zone de turbulence assez forte aujourd'hui. Si on regarde, en revanche, voilà ce qui se passe chez Renault. Alors, chez Renault, on reprend ce qu'on a déjà dit, qui est un élément quand même très intéressant. Globalement, des productions qui sont très légèrement en baisse, 1,6%. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que quand on prend les 3 meilleures ventes du groupe, les 3 meilleures productions, c'est-à-dire la Sandero, la Clio, le Duster, on fait 45% des productions du groupe Renault. Là aussi, 3 modèles concentrent quand même, je vous dis, quasiment la moitié des productions et donc des ventes. Et ce qui est quand même très intéressant chez Renault, c'est de voir quand même qu'ils sont vraiment très orientés dans le sud. Et donc, ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier. Alors, si vous regardez, c'est une production très équilibrée, puisqu'on a une Turquie qui est 17% du groupe, une Roumanie qui est à 16%, la France qui est le premier pays à 27%, qui s'est en quelque sorte renforcée, puisque quand vous regardez le tableau de droite, on a 10% de production en plus en France. Bon, et ça, c'est un point. Alors, on reparlera après des accords que Renault passe avec Micra et Ford. Bon. Le Maroc, il est légèrement en baisse, mais il pèse quand même 20% de la production, avec une énorme majorité de Dacia et quelques. Chez Renault, c'est les VUL qui sont faites, c'est l'Express, hein, le premier modèle, l'entrée de gamme en fait des VUL Renault. La Turquie se maintient très bien, et je pense que la Turquie, elle va plus que se maintenir, parce que je pense que la Clio va rencontrer un grand succès. Bon, la Slovénie, c'est à compte pour peu, c'est 45%, on sait qu'il n'y a plus grand-chose de production. Là, ça va repartir, puisqu'il va y avoir un peu de Twingo. Et la Roumanie, on a une évolution qui est à 23%, qui pèse encore 16%. Renault, j'ai regardé, c'est complètement en phase avec les ventes. On a à peu près 32% des volumes produits sur la marque Dacia, et en gros, plus des 2 tiers, 68% sur la marque Renault. Dacia est un peu en baisse. Pourquoi? Parce que Dacia, aujourd'hui, quand vous regardez les nouveaux modèles qui sont équipés des technologies, et notamment de tous les moteurs hybrides Renault, les prix ont augmenté forcément. Et là, on assiste à la fin d'une évolution qu'on avait perçue il y a de ça 2 ans, puisqu'on était presque parti pour se demander si Dacia n'allait pas être majoritairement la première marque du groupe Renault. C'est plus le cas, parce qu'effectivement, Renault a développé une gamme
intéressante, avec des modèles réussis et surtout un gap de prix qui, du fait des contraintes de la réglementation, font que bah, aujourd'hui, les Dacia, elles sont certes un peu moins chères, mais pas très loin. Et vous pouvez ne pas forcément avoir besoin d'un véhicule très gros comme les derniers qui ont sorti Dacia. Vous avez aujourd'hui dans le groupe Renault des véhicules qui ont des fonctionnalités et qui sont ont quand même une présentation qui est globalement plus valorisante et meilleure à des prix qui sont pas tellement plus élevés que ce que peut faire Dacia quand vous avez les hauts niveaux de finition de chez Dacia. Donc c'est bien pour le groupe Renault parce que ça remet Dacia, je dirais, dans la perspective qui était celle auquel Renault pensait il y a une dizaine d'années, hein. Et puis on avait vu qu'à un moment, Dacia devenait vraiment, on se demandait si ça n'allait pas devenir la marque leader. Bon, ce n'est pas le cas. Voilà. Alpine, des tout petits volumes, mais c'est toujours intéressant d'avoir un véhicule qui à la fois croît en volume et qui surtout fait de la valeur. On va en diagonale, les pays, les parts de marché, donc l'évolution de la production par pays en un an, les parts de marché des différents pays et les marques à gauche, en camembert. Bon, ce qui marque toujours chez Stellantis, c'est la profusion de pays, hein. Évidemment, le merging avec Fiat fait on a fermé quasiment aucune usine nulle part, avec, comme vous le savez tous, des problématiques donc, qui sont d'actualité aujourd'hui, sur lesquelles le groupe Stellantis est revenu, puisqu'ils ont redécouvert qu'un généraliste, ce qu'on avait dit depuis des années, le pricing power, ça ne peut pas marcher quand on est généraliste. Il faut forcément faire des volumes. Si vous ne faites pas des volumes, très vite, votre pricing power ne vous sauve pas. Et vous vous retrouvez dans une situation d'étranglement avec des usines qui sont surdimensionnées, dans lesquelles finalement vous ne pouvez plus assurer vos coûts. Donc là, le parti pris, évidemment, j'ai vu par exemple, je fais une parenthèse, mais ça fait des années, enfin des mois qu'on en parle, souvent ceux qui me suivent dans le GEP, où j'ai toujours dit que Stellantis avait arrêté les diesels probablement beaucoup trop vite en Europe. Alors, on connaît la problématique hein, avec les targets européens de CO2, c'est un vrai problème. Mais apparemment, là, les infos qu'on a seraient les suivantes, c'est-à-dire que, un, ils vont remettre du diesel à peu près partout, et deux, ça va être du diesel à minima avec du 48 volts, et probablement même hybridisé, avec peut-être les diesels qui vont être un peu ceux du groupe Fiat, parce qu'ils sont réputés plutôt peut-être pour des raisons de coût, mais également de fiabilité. Je pense qu'ils maintiendront au moins le 1,5 litre en France. Mais apparemment, c'est ce que veut faire Stellantis. Et là, moi, s'ils le font, j'y crois énormément, je vous le dis. Parce que quand vous regardez la gamme Stellantis, les problématiques qu'ils ont eues avec le 3 cylindres, la très mauvaise publicité qui en découle à peu près partout en Europe, le fait d'avoir changé des éléments, une chaîne, c'est quand même un moteur qui manque de souffle, c'est un 1,2 litre sur la plupart des voitures, c'est pas le moteur adéquat, même s'ils l'ont fiabilisé. Moi, je suis intimement convaincu que si Stellantis remet du diesel, et notamment, d'ailleurs, entre parenthèses, la production française, et le fait que Stellantis, vous voyez, même en France, il fait plus 10%, principalement grâce à Peugeot, c'est grâce au succès du 3008. Moi, c'est du pif, hein, c'est un peu du pifomètre, mais je vous dis comme je pense que demain, si le 3008 remet du diesel et du bon diesel, ils peuvent faire 20, 25, 30% de vente en plus. Et notamment le 5008, parce que le 5008, quand vous le regardez, c'est flagrant, quoi. Vous vous dites, je l'achète très bien, mais il faut mettre le 2 litres HDI, quoi, vous voyez, ou le 2 litres 2, machin, enfin bref. Et là, c'est évident que c'est le moteur qui est adapté à ce type de voiture. Donc, cette parenthèse faite, je pense que si vraiment les bruits qui sont ceux-là, moi je suis pas mal de journaux et d'informations qui fuitent là-dessus, si c'est ça, à mon avis, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas comment ils vont le combiner par rapport à leurs objectifs de CO2, mais je pense qu'ils doivent faire leur calcul, qu'avec de l'hybride, ça doit faire quelque chose qui doit être intéressant. Donc, quand on regarde au global, on est quand même à moins 6%, donc on n'a pas résolu notre problème, parce qu'on a toujours autant de sites et on a moins 6% de production. Qu'est-ce qu'on voit sur les marques? Peugeot fait plus 1%, il fait 34%, donc à peu près le tiers de la production, c'est du Peugeot. Citroën, il n'y a pas encore tous les effets des renouvellements de gamme, il est encore à moins 7%. DS fait moins 9 et ils comptent pour rien, ils ont 1% des volumes du groupe en Europe. Opel fait 49%, donc là c'est un bond en avant et ça devient une marque qui pèse en part de marché autant que Citroën, bah, parce qu'en fait ils ont décliné tous les modèles Peugeot en fait, hein, qui sont maintenant, vous avez la même voiture du côté de chez Opel, donc ça a un effet positif. En revanche, chez Fiat, on est à moins 14%. Fiat, c'est vraiment une des marques vraiment très malades. D'ailleurs, quand vous regardez les marques de FCA,
C'est terrible, parce que vous avez Fiat à 19, hein, il pèse 19% de la production. Jeep 5, si vous faites ça, ça fait 24. Vous mettez Alpha, ils sont plus qu'à 3%, même s'ils sont en croissance. Ça fait 27. Lancia, il compte pour rien. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez même pas 30%. Vous avez peut-être, allez, oui, 30, allez, 30% des productions qui sont du FCA, quoi. Donc là, dans la problématique Stellantis, il y a une double problématique qui est celle des marques originelles FCA qui ne fonctionnent plus du tout, quoi. Alors, je ne parle même pas de Maserati euh, qui a divisé ses volumes par 7 en 10 ans. Bon, bref. C'est marginal, mais c'est quand même un élément important parce que Maserati, c'est des voitures qui sont quand même, si les volumes étaient là, vu le prix de la voiture, ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà, beaucoup de pays, une production très éclatée. Quand vous regardez, l'Espagne fait -10. Donc vous voyez, l'Espagne, ça commence à faire beaucoup, hein. Il y a du -20 chez Volkswagen, il y a du moins chez pratiquement tous les grands groupes européens en Espagne. La France fait +10, un peu comme chez Renault. Ça, là, c'est pas tellement lié à l'électrique, c'est lié principalement aux productions 3 008, 5 008. L'Italie, qui était bas, fait encore -12 et ne pèse plus que 15% des volumes en Europe, ce qui est vraiment très faible. Pologne fait -9, forcément, puisque les modèles produits en Pologne sont principalement des modèles FCA qui ne rencontrent pas le succès escompté. L'Allemagne, ça fait que -2, mais c'est quand même très marginal, c'est que 5% de la prod. Et ça limite la casse parce que globalement, c'est Opel qui limite la casse en Allemagne, mais sur des petits volumes. La Slovaquie, en revanche, alors là, elle fait un bond, elle augmente sa prod de 49%. Alors je crois, il faudrait que je regarde dans le détail, mais c'est principalement dû à la C3. Parce que vous voyez qu'en Slovaquie, vous avez, qu'est-ce qui est produit en Slovaquie? Bah, de la Citroën et de l'Opel. Citroën, ils font 80% des productions en Slovaquie. Donc là, c'est la C3. La Turquie fait -41, parce qu'évidemment, ils ne produisent plus grand-chose, et c'est de l'utilitaire, c'est-à-dire la Tipo, bon, qui est une voiture aujourd'hui qui est la moins chère du marché, mais qui est produite très très marginalement, et puis je crois qu'il y a un tout petit peu d'utilitaire. Le UK fait -61%, alors ça c'est sûr que là, il n'y a plus qu'une usine, et ça plonge. Et le Portugal, c'est très très marginal, ça compte pour rien. Donc un total de à peu près -6%. Et ben, ouais, la France, pour une fois, là aussi, elle ressort positive. C'est un des très rares pays où la production est en croissance. Mais donc là, il y a quand même un énorme travail à faire de redéfinition, de repositionnement, et notamment des gammes ex-FCA. Et donc, bon, il y a des modèles qui doivent arriver. Et moi, ce que je retiens, parce que vraiment j'y crois, s'ils arrivent à remettre des diesels, y compris sur des petits véhicules dans lesquels vraiment PSA était très, très, très valorisé, je pense que ça peut être. Alors, il faut voir comment ça cadre et à quel prix nous les mettre, parce que si c'est de l'hybride, ça va un peu tempérer nos ardeurs. Mais quand même, c'est quand même un constructeur qui a eu beaucoup moins de problèmes de fiabilité sur ses diesels. Les quelques problèmes qu'il a eus, il les a résolus et ce qu'il a en stock est aujourd'hui fiable et performant. Donc, ça pourrait être un élément très important qui, moi je le dis, hein, je vous le dis clairement, ça pourrait augmenter les ventes, je suis sûr, de 15 à 20% chez PSA sans aucun problème. Parce que là, leurs 4 cylindres diesel, ils sont bons. Voilà. Et ils donnent du coffre, ils donnent du couple, ils donnent de l'agrément. Voilà, même ceux qui ne sont pas des fanatiques de mécanique, c'est mieux qu'un 3 cylindres, quoi. Chez Toyota, chez Toyota, c'est là aussi, c'est quelque chose. On voit bien l'esprit japonais. Il y a une espèce d'équilibre qui ressort à chaque fois que les Japonais, quand on étudie ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est des gens qui mettent jamais les mêmes éléments dans le même panier et ils mettent des paniers qui sont à peu près toujours assez équivalents. La France, c'est 36% des productions du groupe Toyota. C'est une augmentation de 3,6%, donc un point très positif. La Tchéquie, bien évidemment, ça marche fort aussi, puisqu'ils font beaucoup de Yaris et puis d'Aigo Cross, qui marche bien, évidemment, puisque tous les autres se sont retirés du marché du segment A. Donc, c'est des volumes tout à fait intéressants et très stables, et avec des prix d'ailleurs intéressants, parce que ce pas des voitures qui sont forcément bon marché. La Turquie, c'est tout ce qui est Corolla, CHR, ça fait 19% de la production, donc c'est également quelque chose d'intéressant. Et le Royaume-Uni, c'est l'usine historique qui compte plus que 11%, mais qui est toujours présente. L'Espagne, il y a très peu. Alors, on a une variation en France de +1%, +1% en République tchèque, +5 en Turquie, qui bénéficie un peu du succès des voitures qui y sont produites. Le UK, c'est marginal, c'est -4,3, et l'Espagne, c'est marginal, ça compte pas beaucoup, c'est 1,9%. Et d'ailleurs, j'ai un trou, je sais plus ce que produit Toyota en Espagne. Bon, bref, il y en a parmi vous qui doivent le savoir, j'ai plus en tête les modèles qui sont produits. Bon, peu importe.
Donc là, on a mis les marques, y compris ce qui est fabriqué par d'autres, hein. En France, on a du VUL, ben, c'est mis dedans. Si on regarde du côté de chez BMW, alors BMW, c'est, je dirais qu'il est entre Audi et Mercedes. C'est-à-dire qu'on a quand même une évolution de la production qui est quand même négative, de 2,1%. Alors, c'est pas par rapport à 23, je vous le modifierai c'est par rapport à 24, hein, de 2,1%. Quand on regarde l'Allemagne en volume, alors l'Allemagne, ça pèse, si je regarde comme ça, je n'ai pas mis de pourcentage, mais on pourrait vous le mettre, à mon avis, c'est 90% des productions de BMW, à peu près, hein. L'Allemagne, c'est moins 3%. Le UK, c'est plus 11. Alors, le UK, il bénéficie effectivement de la production Mini. L'Autriche, c'est moins 36, c'est complètement marginal. En Autriche, je crois qu'ils ne font plus rien. C'est dans l'usine Magna, c'est une des 6 voitures là, qui est fabriquée. À mon avis, c'est la série, c'est la M5 et la M3, je crois. Peut-être la Z8. Enfin bref, donc des véhicules complètement marginaux qui valent 150 000 euros et qui sont terriblement malucés en Europe. Donc, ça ne peut pas forcément marcher terriblement. Mais globalement, on voit que BMW, la marque, fait moins 2%. Mini fait encore moins 4%, mais les productions Mini en Angleterre, elles sont en croissance. Les Mini en Allemagne, c'est les 4 portes, là, c'est les SUV qui trouvent un peu moins la clientèle, mais en revanche, la Mini 3 portes, elle fonctionne plutôt bien. Et Rolls, moins 16%, ça compte pour. Moi, quand même, moins 16% chez Rolls, hein. Pour ceux qui s'intéressent au luxe, c'est quand même intéressant. Parce que ce n'est pas le cas de d'autres constructeurs de luxe dont les productions, qui sont les Lamborghini par exemple, qui sont encore en légère croissance ou qui stagnent et qui ont en plus un prix par voiture qui augmente. Alors je ne sais pas si le prix par voiture chez Rolls, c'est ce qu'il faudrait voir, il augmente. Il faudrait qu'on regarde ça, qu'on divise le chiffre d'affaires par le nombre de volumes. Mais en tous les cas, les volumes sont quand même une voiture qui a un peu moins de mode, un peu moins fun, peut-être pour les nouveaux riches aujourd'hui. Un peu moins, c'est un marqueur un peu ancien. Donc voilà, BMW, globalement, bon, légèrement négatif, mais 89%, voilà, c'est ça. 89% de la production, c'est ce que je vous disais, c'est marqué dessus. En Allemagne, 11% au Royaume-Uni, et à peine 1%, même pas 0,5 en Autriche. Si on regarde maintenant ce qui se passe, alors là aussi, c'est par rapport à 2024 et pas par rapport à 23. Donc, j'ai fait la modification, mais je ne l'ai pas mis à l'écran. Du groupe Ford. Ford, alors on ne pense jamais à eux parce que Ford, mon Dieu, si on regarde Ford depuis 40 ans, c'est une baisse continue, un peu comme Fiat, hein. Quand on regarde les parts de marché qu'avait Ford et qu'avait le groupe Fiat dans les années 80, 90, même encore, il y a 30, 40 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, donc Ford, mais Ford, ça compte quand même. C'est quand même encore 891 000 véhicules produits l'an dernier. C'est en croissance de 5%, ce qui est à remarquer parce que ces dernières années, ils étaient plutôt sur une baisse tendancielle de 5% par an. Donc ils ont repris un peu de poil de la bête. Globalement, la Turquie, c'est le pays leader où ils font 343 000 voitures et notamment énormément d'utilitaires qui d'ailleurs expliquent le fait qu'ils gagnent des parts de marché dans ce domaine et ils ont un véhicule, là, le Transit, qui est assez performant. J'ai vu en termes de vente, c'est impressionnant. Ils commencent à chatouiller un peu le groupe PSA. Ils ont la Roumanie avec 248 000 voitures. L'Allemagne, ça vient qu'après 150. L'Espagne, 99 000. Et la Pologne, très marginale, avec 50 000. Globalement, l'Allemagne est en croissance en production. Pas la Pologne, qui est en baisse importante, puisqu'ils font moins 30. La Roumanie, ça reste au même niveau. L'Espagne est à moins 6. Et la Turquie à plus 25, comme je vous le disais. Donc, la grande variation des 5% de production, tout est fait en Turquie, en fait. C'est le pays sur lequel la production est en variation positive de manière la plus importante. Ils ont énormément rationalisé. Quand vous regardez aujourd'hui, bon, la Turquie n'existait pas il y a quelques années, mais les productions au Royaume-Uni, il n'y a plus rien, il y a plus en Belgique. En Allemagne, ça a considérablement baissé. Donc, on voit que c'est un groupe qui s'est recentré en Turquie, dans le sud de l'Europe ou en Roumanie, avec des coûts par voiture qui sont très bas et qui a complètement déserté les zones de production où le coût est plus important, qui étaient ces zones historiques, hein, y compris en France, hein. Ceux qui s'intéressent à l'histoire automobile, Ford, l'usine de Poissy, c'était une usine Ford à la base. Bon, bref. Geely avec Volvo, alors je vous ai mis pour les puristes Lotus. Lotus, c'est 1740 voitures produites. Alors, pour la petite histoire, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie, d'ailleurs, ça ne marche pas du tout, des Lotus qui sont des énormes SUV qui valent entre 150 et 200 000 euros électriques. Ceux-là, ils sont faits en Chine.
Et il ne reste au Royaume-Uni que la Lotus, qui est, j'allais dire, à la fois il y a la Lotus Esprit, mais dans l'esprit Lotus, c'est-à-dire des voitures petites, rablées, des petits coupés de place, et qui sont pas trop chères et qui ont un bon rapport poids-performance historique. Alors il y a des voitures 100% électriques aussi, beaucoup, maintenant. Je ne crois pas toutes, mais vous voyez que les volumes sont quand même clairement pas là, c'est quand même très très marginal. Sur Volvo, Volvo, il fait encore 487 000 voitures produites en Europe, ce qui est quand même pas mal, parce qu'ils sont toujours autour des 500 000, ils sont montés un peu plus il y a quelques années. Aujourd'hui, là, on assiste à une variation de 2,8% en retrait. Et vous voyez que c'est la production belge, en gros. Parce que je crois, pas dire d'erreur, mais je crois qu'en Belgique, ce que je vous disais, je crois que c'est le dernier constructeur qui reste. Donc vous avez une répartition entre la Suède et la Belgique. Belgique, plutôt les véhicules du segment C, et le reste, les berlines et les véhicules un peu plus grands, comme le XC 90, c'est plutôt fait en Suède, avec une répartition quasiment 50-50. Si on regarde nos amis de chez Tata, alors Tata, c'est un cas d'école. Je dois dire que j'ai essayé de comprendre, j'ai du mal. Je sais que du côté de Jaguar, il y a eu un problème suite à un virus où ils ont complètement arrêté l'usine pendant des mois. Bon. Mais il n'y a pas que le problème du virus. Je crois qu'il y avait un moment une recherche. Ils ont projeté, ils ont fait des campagnes de pub. En fait, ils ont complètement cassé l'image de Jaguar, qui était globalement celle du gentleman. Alors, Land Rover, c'est le gentleman farmer, et l'autre, c'était plutôt celui de la ville, avec une vision de la Jaguar, un peu du Lord anglais, etc., vers quelque chose de complètement différent. Apparemment, ça n'a pas du tout marché. Ils ont complètement cassé les codes, mais leur clientèle s'y est pas retrouvée. En même temps, ils ont modifié complètement leur production pour aller vers des véhicules, je crois que c'était 100% électrique, un peu trop vite, un peu trop rapidement. Des problèmes industriels fait qu'aujourd'hui, on assiste à des chiffres hallucinants. C'est-à-dire, quand vous regardez la production, alors il y a un tout petit modèle qui est fait en Autriche chez Magna, et le reste, c'est 7168. Alors, c'est un estimé Markline, hein, ce que je vous donne, c'est toujours mon prestataire, je le rajouterai, mais en gros de 7000 voitures qui est faite au UK, donc une marque qui est quasiment disparue, quoi, hein, par rapport au volume, même les années où ils produisaient peu, ils étaient quand même sur des volumes de 60, ça. Bon bref, là on n'y est plus du tout. Et même du côté, donc ça a énormément baissé, et même du côté de chez Land Rover, vous voyez que l'usine de Slovaquie, elle est loin d'avoir les volumes qu'ils avaient escomptés au début, puisqu'elle a 68 000 voitures. Puis aussi d'ailleurs les parts de marché, parce que là, c'est pas les modèles fabriqués, c'est pas des modèles qui sont tellement exportés hors d'Europe. En revanche, au Royaume-Uni, on est à 200 000 voitures. Là, c'est une production qui est plus pour le monde, c'est des gros SUV. Mais globalement, à 194 000 voitures, c'est nettement moins que ce qu'ils ont fait dans le passé. On avait des productions qui étaient, si vous regardez les tendances, autour de 300-350 000 voitures faites au UK pour le groupe. Donc là, aujourd'hui, on en est vraiment très très loin. On a quasiment divisé par deux. Bon, donc des productions qui sont donc on attend de voir un peu ce qui va se passer avec Jaguar. Je pense que c'est une marque sur laquelle il faut regarder ce qu'ils vont faire pour voir si c'est une marque qui va survivre ou pas. Si on regarde chez Hyundai, alors je vous l'ai mis, parce que Hyundai, c'est finalement assez intéressant, parce que depuis 2-3 ans, on voit qu'au niveau des ventes, et forcément au niveau de la prod, il y a un peu un arrêt de la chevauchée fantastique, à la fois sur le fait que les constructeurs européens ont repris des poils de la bête du type, par exemple, Renault, qui se positionne bien aujourd'hui sur les véhicules hybrides, mais pas que. Et on voit également qu'ils peut-être qu'ils perdent aussi face à la performance du groupe Toyota, et puis un peu marginalement, très marginalement, à ce que peuvent faire les Chinois qui commencent à arriver. Je ne vous ai pas mis les constructeurs chinois parce que ce n'est pas encore des volumes énormes, mais dans certains pays, ça commence un peu à compter. Notamment en Espagne, on voit qu'il y a des pays qui sont un peu les chevaux de Troie des constructeurs chinois. Et là, vous voyez qu'en fait, donc, on a une production qui est de 700 000 véhicules en Europe. Il y a 3 usines, une en République tchèque, une en Slovaquie, une en Turquie. C'est très simple chez eux. Slovaquie, c'est les Kia. Turquie, République tchèque, c'est les Hyundai. Donc en gros, 2 tiers, 1 tiers. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une production qui est en baisse de 10%, avec moins 15 en Slovaquie, moins 7,5 en Turquie, moins 8 en République tchèque. Donc Hyundai, bah, c'est un acteur important, mais on a toutes les raisons de penser qu'il a atteint son point haut il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, bah, il a affaire à des concurrents qui ont réagi et qui font qu'il ne fait plus 20% de ventes tous les ans comme il l'a fait pendant 20 ans, en partant, c'est vrai, de zéro. Voilà.
Dernier élément que je vous donne, on en reparlera un tout petit peu, peut-être aussi la semaine prochaine, lors de la commission de constructeurs. Je voulais vous montrer ça. Ce sont des données estimées que m'a envoyé Denis Chemoul alors, je ne sais plus comment s'appelle sa société. Moi, je dis toujours Standard & Poor's. Je crois qu'ils ont changé de nom. Alors, ce n'est pas un dispatching par modèle, mais par marque, des productions européennes de véhicules 100% électriques. Pour 25. Alors, c'est un estimé, mais vous voyez que globalement, on est à 2 millions de véhicules électriques produits. Et ce que je trouve très intéressant, parce que là aussi, c'est quelque chose qui décode complètement ce qui se passe depuis des années et ce qu'on dit nous, c'est-à-dire qu'on voit très clairement que la politique européenne, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Effectivement, ceux qui ont une industrie la plus forte, forcément, c'est ceux qui orientent le plus la politique. Et on voit bien aujourd'hui que le fait que la Commission, même si elle a mis un peu d'eau dans son vin, et je pense qu'on en est qu'au début, elle maintient quand même, elle veut maintenir son orientation vers le 100% électrique en 2035, ce qui pour moi est beaucoup trop tôt. On en reparlera dans le GEP et ailleurs. Mais on voit que l'Allemagne, l'Allemagne, ça fait à peu près 4 millions de voitures. Elle a plus de 25%, elle flirte avec les 30% de production de véhicules 100% électriques. Alors, Volkswagen fait quasiment 600 000 voitures, BMW 265 000, ce qui d'ailleurs permet à BMW, en parenthèse, d'avoir un très bon target en termes de CO2 parce qu'ils ont un mix produit, comme je l'ai dit 100 fois. On voit bien, si vous voulez, qu'à partir du moment où quand vous prenez une i5, une 5 hybride ou une 5 thermique, pourquoi est-ce qu'ils maintiennent les trois? Parce qu'ils vendent du véhicule 100% électrique, c'est-à-dire ça fait 17-18%, 20% de leur vente, c'est considérable. Ils vendent autant de véhicules hybrides avec un mode de calcul qui est très avantageux encore aujourd'hui, qui fait que la voiture elle est homologuée à 50 grammes. Hein. Ça va un peu changer, là les grammes vont augmenter parce qu'on va plus considérer que la voiture est 100% chargée, etc. Puis le protocole va bouger, je crois, à partir de cette année. Mais ce qui fait qu'en fait, avec leur mix de vente, et pourquoi leur mix de vente est bon? Parce que pour l'acheteur BMW, et en plus, eux, ils ont fait des offres au niveau location, des véhicules électriques très, très intéressantes. Alors, je ne sais pas s'ils s'y retrouvent ou pas avec la valeur de rachat, mais en tous les cas, pour le consommateur et notamment pour l'entreprise, aujourd'hui, vous savez que toutes les entreprises, notamment en France, mais en Europe, ça va être le cas, elles seront énormément taxées si vous ne prenez pas de l'électrique. Donc, eux, ils ont une offre électrique qui est très, très bien adaptée, avec des tarifs très performants. Ça leur permet d'avoir un mix des ventes qui est très bon et qui fait qu'ils sont 17 grammes en dessous de leur objectif de CO2. Mais le problème, c'est que ça marche quand vous vendez des véhicules premium qui sont très onéreux. Vous arrivez à faire que les trois motorisations aient à peu près le même coût. Et on l'a dit 1000 fois, je vais le répéter encore une fois, mais quand vous faites une Clio, ça c'est ce qu'on a du mal à faire passer aux gens de transport et environnement avec qui il faudra qu'on rediscute parce que ils ont des moyens considérables d'ailleurs, entre parenthèses. Ils sont 140, vous voyez, ils ont des troupes. Et ils font passer dans les médias l'idée que c'est les constructeurs qui, en voulant monter en gamme, ont surenchéri, etc., etc. Alors, ça peut être marginalement vrai, mais moi, je défends l'idée absolument, je vous l'ai montré 10 fois, que quand on prend des voitures du segment B, du segment C, chez tous les constructeurs, la version hybride et la version 100% électrique, elle est drastiquement plus élevée, elle est drastiquement plus chère. C'est ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que le véhicule électrique, c'est un véhicule qui se premiumise pour 1000 raisons qui font que vous avez les mêmes batteries. La batterie, c'est un coût kilowatt. Si vous mettez 70 kilowatts dans une Clio ou dans n'importe quelle voiture ou un 3008 ou vous mettez dans une BMW avec des technologies qui sont assez comparables derrière, même si d'une batterie à l'autre, ça peut changer. Et puis, à un moment où vous voulez la même longévité, le même range, il faut à peu près la même technologie, le même encombrement, le même poids. Vous trouvez des tarifs qui sont à peu près les mêmes. Il faut des structures de voitures qui sont à peu près les mêmes. Mais bon, bref, ce qui fait qu'à la fin, vous avez une voiture qui fait 2 tonnes, une voiture qui a toute une série d'équipements. Voilà, la Peugeot, elle est au même prix qu'un X3, à peu de choses près. Donc là, quand vous vendez un véhicule cher, vous faites passer les trois technologies. Quand vous vendez un véhicule qui était à 15 000 euros il y a 5 ou 6 ans, il n'est plus du tout à 15 000 euros. Et donc là, on voit clairement que, regardez, l'Allemagne, parce que si on ventilait les productions, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on le fasse par modèle, c'est pas de la Polo électrique, hein, qui n'existe pas d'ailleurs, qu'on vous vend. C'est de la Tesla. Alors Tesla, c'est bien, ça fait 185 000 voitures. La Mercedes, c'est que du gros véhicule, très lourd, très BMW, il y a un peu, c'est toute la gamme X, hein, enfin, pas que X, mais toutes les I également. Volkswagen, c'est évidemment les ID3, les ID4,
leur transporteur, là, je ne sais jamais le nom, du Buzz, etc. Ce n'est pas des immenses volumes et tout mis ensemble, voilà, mais c'est des voitures, vous n'avez rien moins de 50 000 euros. En France, on n'est qu'à 228 000 véhicules, même si Renault a une très bonne performance. Pourquoi? Pour la raison que je viens de vous donner. Alors heureusement, Renault, ils ont sorti des véhicules iconiques, la 4, la 5, qui trouvent leur place en marché et qui est une très bonne stratégie. Mais voilà, le véhicule électrique allemand qui fait qu'ils arrivent à en faire quand même beaucoup, c'est toujours pareil, c'est leur véhicule premium et haut de gamme. Et si vous regardez la suite, la République tchèque, vous voyez, c'est déjà beaucoup moins. Il y a beaucoup de Volkswagen et il y a du Hyundai, mais c'est déjà plus les mêmes modèles, hein. La Slovaquie, on a du Stellantis, puisque en fait, chez Stellantis, ils font l'électrique là où ils font le modèle, donc il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de site dédié particulièrement à ça. Hyundai, très marginalement, c'est 100 000 voitures, donc tout le monde est très loin derrière. Et vous regardez la Belgique, la Belgique, Volvo, heureusement qu'il est là, Volkswagen, il n'y en aura plus, il y en avait 300, il n'y aura plus rien, il y avait des Audi A8, e-tron, je crois, c'est fini. 96 000. L'Espagne, même l'Espagne, il n'y a que Stellantis qui fait de l'électrique en Espagne, 77 000 voitures. En Hongrie, 49 000. On descend très très bas. Et l'Italie, Stellantis, on est à 24 000 voitures. Voyez l'incroyable disparité. Donc, comment vous voulez mettre des usines de batterie? Parce qu'au début, tout le monde voulait son usine de batterie dans tous les différents groupes. Évidemment, ça se conçoit, parce qu'en plus, faire voyager des batteries qui pèsent des tonnes, c'est le cas de le dire, hein, c'est des tonnes là. Mais quand vous avez 25 000 productions dans votre pays, vous en avez 26 000 en Pologne, voyez? Donc là, on voit clairement que le 100% électrique, il favorise encore un acteur en particulier, hein. C'est dur à dire, mais c'est la réalité, parce qu'on voit que si vous faites le total, l'Allemagne, ils font 55% des volumes de voitures électriques dans toute l'Europe. Voilà. Les amis, j'arrête là. Il est 11h50. C'est largement. Moi, j'ai d'autres éléments dont on parlera si vous vous connectez la semaine prochaine pour la commission relations constructeurs. Et notamment, je vous l'ai dit, il y aura une étude qu'il faut que je vous fasse partager parce qu'elle est vraiment très intéressante. Elle met pas mal d'idées reçues en jeu. Et puis surtout, elle donne des chiffres, qui est toujours des chiffres que nous, on cherche toujours, hein, sur combien de main-d'œuvre par voiture, etc. C'est très difficile d'avoir des éléments. Et apparemment, ils ont fait quelque chose qui est intéressant. Bon. Moi, je vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt, puisque dans 10 jours, on a l'Observatoire des marchés. Et puis, on refera un élément sur la production. On est quoi? On est en février, en avril, hein, parce que la production, il y a un peu moins de nouveautés. Mais j'attends avec impatience de voir un peu les moteurs qu'ils vont mettre chez Stellantis, parce que je vous le dis, je pense que ça peut être à court terme quelque chose qui va vraiment nous aider. Là, j'en suis convaincu. Ça pourrait être bien, ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.